Allez, bonsoir à toutes et à tous, il est 30, on va commencer. Comme d'habitude par l'appel. Alors, Thierry Lemel, Virginie Poulizac est absente et m'a donné le pouvoir. Kylian Coïta, Béatrice Riandel, Jean-Yves Galéa, Juliette Chéniaud, donc Sébastien Beck absent et a donné le pouvoir à Thierry Lemel, Lisa Guénou, Olivier Robert, Salvatrice Pérez, Thierry Métayer, Annie Sarrazin, Franck Deaulon, Nathalie Nicolas Mason, Samuel Gauger, Bernard Guénin, Chimène Camboulin absente et a donné le pouvoir à Kylian Coïta, Guy Anseret, Elisabeth Benjeloun, Daniel Ferreira, absent, Sylvain Trevet, absente, Jérôme Baudry, absent et a donné le pouvoir à Nathalie Moine, Marianne Michels, absente, Ludovic Landry, absent, Nathalie Moine, absente, Sébastien Lefranc, absent, Kelly Citadel-Velin, présente, et pour l'instant, on en reste là, ça va faire le premier point, le dernier. Donc le quorum est atteint, donc la réunion va pouvoir se dérouler. Comme d'habitude, si le personnel a besoin de prendre la parole, évidemment, pour compléter les réponses, il peut le faire. Et puis, avant de passer à notre ordre du jour et au premier point, on va dire le secrétaire de séance. Je vous propose Thierry Lemel pour secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, monsieur Lemel sera notre secrétaire de séance. Et avant d'arriver au point numéro 1, mes amis, vous m'avez fait parvenir un courrier dans la semaine en me demandant plusieurs choses. Donc, je vais répondre en début de conseil. Vous me demandiez au point numéro 9 sur le vote du budget médical. Vous demandiez les factures des travaux, etc. Donc, les factures, vous les avez dans le grand livre. Seulement, c'est aperçu qu'une chose, c'est que vous nous avez demandé le grand livre. Quand vous nous demandez le grand livre, vous nous demandez le grand livre du budget général, pas celui du budget annexe. Donc, n'hésitez pas à nous demander, parce qu'en fait, dans le grand livre, il n'y a pas les factures du budget annexe. Donc, demandez-nous les factures du budget, le grand livre du budget annexe, et vous aurez l'ensemble des factures dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc, le 2021, on peut vous le donner déjà, puisque le compte administratif et compte de gestion avait déjà été voté, donc ça, il est disponible tout de suite. Si vous faites une demande écrite, on pourra vous le donner rapidement. Et 2022, il faudra juste attendre que le compte administratif et le compte de gestion aient été votés. Vous me posiez la question aussi sur le centre de loisirs. Donc, pour l'instant, les délits qu'on prenait ici, ce sont des délits de demande de subvention. Et de toute façon, il y aura une présentation publique de ce projet dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, vous aurez la réponse à votre question à ce moment-là. Le point numéro 14, on en parlera tout à l'heure, c'est la présentation des indemnités des élus. Alors ce ne sera même pas au point numéro 14, ce sera juste avant le vote du budget, puisque cette présentation doit être faite au moment du vote du budget. Et j'ai sorti le texte de loi, je vous dirai la façon dans laquelle ça doit être présenté, de façon à être accord avec la loi. Et puis vous nous aviez demandé ce qu'on avait présenté l'autre jour, le RSU. Donc le RSU il est disponible sur le site de la ville, dans la rubrique publication des actes, donc vous pouvez aller le chercher sans souci, puisque c'est un document qui est public. Voilà, pour répondre à vos questions. Le premier point ce soir à l'ordre du jour était l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Alors, je vais conseiller, j'avais dit au masculin, puisque c'était normalement M. Christophe Villeneuve, domicilié rue Barbara, qui devait, dans la suite de la liste, il nous a fait parvenir un courrier écrit et manuscrit, daté et signé, en nous disant qu'il ne souhaitait pas exercer son mandat, et donc dans ce cas-là, il est automatiquement démissionnaire, pardon. Et c'est le suivant, en l'occurrence la suivante, sur la liste des dernières élections d'Alliance, qui va prendre son siège, et je vais donc appeler Madame Isabelle Godard, et je vais vous inviter à prendre place avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour participer à nos travaux. Je vous fais parvenir, Madame, une petite fiche de renseignement avec vos coordonnées, de façon à ce qu'on puisse avoir, et surtout l'adresse mail pour la dématérialisation des conseils.
Et avec, je vous ai mis un exemplaire du règlement intérieur de ce conseil pour que vous puissiez en prendre connaissance et voir comment nos travaux peuvent s'organiser en toute tranquillité. Je vous fais parvenir ça, c'est fait. Et puis je vais vous demander de signer la feuille de présence, qui doit être voilà, quelque part. Bienvenue parmi nous. Donc ce premier point ne nécessite pas de vote, parce que c'est une installation. Et donc on va passer au point numéro 2 de notre ordre du jour de ce soir, qui est l'adoption du PV du conseil municipal du 15 mars, que vous avez tous eu dans vos pochettes, dans vos documents ou sur les mails. Je n'ai pas reçu de commentaires à faire avant la séance. Est-ce qu'il y en a en séance? Oui, moi j'avais un commentaire concernant le PV. Encore une fois, il est trop succinct et il y a plein d'éléments qui ont été mentionnés lors de ce conseil qui n'y sont pas. Notamment le fait de votre explication sur l'épargne nette négative et sur le fait qu'on avait fait un budget sur 13 mois au lieu de 12 justement pour faire en sorte que l'épargne soit négative et obtenir des subventions. Toute cette partie-là, elle n'y est pas et donc je trouve que c'est un élément important de ce PV et je trouve ça dommage, du coup je voterai contre. Bien madame, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? D'autres corrections? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Donc, 2, 3. Alors, donc 4, puisque moi, vous avez un pouvoir. Donc, le pouvoir aussi? Votre pouvoir aussi pour oui, le pouvoir. Donc, 4 votes contre. Ok, adopté, merci. Donc, on va passer au point suivant. Et c'est Thierry Lemaire, donc on ne fera pas ce soir encore le compte administratif et le compte de gestion. Donc c'est pour ça qu'il y a cette délibération-là qui est la reprise anticipée des résultats. Et Thierry Lemaire, c'est la rapporteur. Vu l'article L 2311-5 et R 2311-13 du Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M57 des communes et de leur établissement public administratif, considérant que le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget les résultats de l'année précédente, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, constate et approuve les résultats de l'exercice 2022 comme suit. Résultat estimé de l'exercice en fonctionnement 449 671,46. Résultat antérieur reporté 96 892,20. Résultat affecté 546 563,66 pour le fonctionnement. Pour la section d'investissement, solde d'exécution cumulé d'investissement 332 880,29. Solde de reste à réaliser d'investissement moins 204 271,71. Donc un report en investissement qui s'élève à 332 880,29 et un report en fonctionnement de 546 563,66. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des prises de parole? C'est les chiffres que vous avez vus dans le retour budgétaire dans le rapport. Donc, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Oui. Alors 2. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, le point suivant, c'est Nathalie Nicolas Nelson, le rapporteur. Juste une petite... un petit commentaire juste avant par rapport à ce que vous avez reçu dans les pochettes. Il a été rajouté un taux de taxe d'habitation, donc c'est pas une erreur. Ces dernières années, on ne le votait pas puisqu'il était figé dans la réforme, figé en 2019, figé par rapport à la répartition et à la baisse chaque année pour les gens. Et à partir d'aujourd'hui, comme le dispositif a totalement disparu, il faut revoter un taux de taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été rajouté. Vas-y, Nathalie. Merci. Alors, vote des taux d'imposition communaux pour l'année 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29, vu le Code général des impôts et notamment l'article 1636b XXIS, vu l'article 16 de la loi numéro 2019-1479 de finances pour 2020, lequel prévoit la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, vu le rapport d'orientation budgétaire en date du 15 mars 2023,
Considérant que depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation était figé à sa valeur de 2019 jusqu'en 2022, considérant qu'à partir de 2023, le taux de l'ATH sera sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, peut à nouveau être voté et modulé par les collectivités locales en référence à l'article 1636b-6 du CGI. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les taux communaux suivants. Donc pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle sera de 45,15%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties sera de 67,71%. Et enfin, la taxe d'habitation, donc résidence secondaire et locaux meublés, non affectés à l'habitation principale, ce sera de 26,44%. Merci Nathalie. Alors, un commentaire. La taxe d'habitation, donc on l'a laissé au taux qui était celui d'avant, hein, on n'a pas ni monté ni descendu. Le produit attendu est assez faible, hein, parce qu'on sera sur, si on regarde l'état 12,59, c'est quelque chose qui devrait rapporter 29 482 € en estimation pour l'instant. Celui sur les propriétés non bâties n'a pas bougé. Par contre, vous avez pu remarquer que celui sur la taxe foncière sur le bâti, nous étions l'année dernière à 47,53. Comme je l'ai expliqué dans le rapport d'orientation budgétaire, l'année dernière, habituellement, l'État augmentait la valeur locative sur laquelle s'applique ce taux aux alentours de l'inflation entre 1, 1,5, 2, parfois même 0,5 ou 0,7. L'année dernière, la loi de finances l'avait propulsé à 3,5%. Et cette année, la loi de finances n'a pas pu trouver un accord. Donc, dans la règle, c'est le taux d'inflation qui s'applique. Donc, c'est-à-dire les valeurs locatives de nos maisons vont augmenter de 7,1% mécaniquement sans que nous fassions quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que si on avait laissé le taux à 47,53 comme nous l'avions monté l'année dernière, on aurait aujourd'hui une nouvelle augmentation de plus de 7%. Donc, il est proposé ce soir au Conseil par la majorité municipale de rebaisser ce taux de 5%, c'est-à-dire de le mettre à 45,15 pour atténuer au maximum cette augmentation qui n'était pas prévue et pas attendue pour nous, ce qui fait que dans nos prévisions de recettes, c'est une recette supplémentaire qui n'était pas attendue et qui alourdirait de façon assez significative les ménages. Donc il faut savoir prélever ce qu'il y a besoin de prélever au moment où il y a besoin de le prélever, et savoir aussi relâcher la bride au moment où il n'y en a pas forcément besoin. Donc cette somme d'argent, on aurait pu la garder et la thésauriser, hein, et dire que c'était l'État qui avait augmenté. Je pense qu'elle est plus utile, compte tenu de l'ensemble des augmentations, à la fois sur l'énergie et sur la nourriture, dans la poche de nos concitoyens et dans les nôtres, que dans celle de la commune qui n'en avait pas. Alors on en a toujours besoin, hein, évidemment, hein, il y a toujours des équipements et des dépenses à faire, mais là en l'occurrence, pour ce que nous avions avant de prévu, ce n'était pas une somme qui était totalement nécessaire. Donc moi je préfère être quelqu'un qui prélève de l'impôt quand il y en a besoin, qui t'a expliqué pourquoi on est obligé de l'augmenter s'il y a besoin de l'augmenter, ou à contrario, pouvoir le baisser quand il y a besoin, quand il y a moins besoin, et que c'est pas la peine de thésauriser de l'argent sur le dos de nos concitoyens. Voilà, c'est le petit commentaire que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, allez-y. Oui, moi je suis contente que les taux d'imposition baissent un petit peu. Cependant, comme vous avez dit, les bases vont augmenter et donc les recettes fiscales de la commune, bien évidemment, vont elles aussi augmenter. Donc on aurait aimé que cette baisse d'impôt soit beaucoup plus significative, d'autant qu'elle avait fortement augmenté en 2021 et que ça reste dans un contexte d'inflation très lourd pour les ménages platfusiens. Merci Anne. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Deux abstentions. Donc, adopté. Merci. Alors, la délibération suivante. Donc ça, c'est une délibération qu'on sera obligé de reprendre chaque année au moment du vote du budget. Et c'est ce qu'on appelle la fongibilité des crédits. Je vous après ce que c'est. Et c'est à cause du nouveau mécanisme de construction de notre budget qui est le M57 et plus le M14. Et c'est Franck Domelon, le rapporteur. Le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29,
et L.5217-10-6, vu l'article 242 de la loi de finances numéro 2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019 et l'arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l'Action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques. L'instruction budgétaire comptable M57, considérant que le Conseil municipal a adopté par la délibération numéro 4 en date du 29 juin 2022 la nomenclature M57 à compter du 1er du 1-1-2023 et que cette norme comptable s'appliquera à tous les budgets de la ville. Considérant que le référentiel M57 étend à toutes les collectivités territoriales les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre et souplesse budgétaire aux gestionnaires et notamment en manière de fongibilité des crédits. En matière, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil, et après en avoir délibéré, autorise M. le maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donne tous les pouvoirs à M. le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci Franck. Donc une petite explication. C'est une des souplesses de la nomenclature comptable M57, c'est de pouvoir à l'intérieur d'un chapitre, sans avoir besoin de faire une décision modificative et pour passer dans le conseil, à l'intérieur du chapitre, en excluant d'ailleurs le chapitre des charges personnelles, le chapitre 12, mais sur les autres chapitres et dans une limite de 7,5% de la somme totale du chapitre, ça permet de faire des ajustements. Si sur plusieurs lignes, par exemple, je vais prendre un exemple simple, une ligne où il y aura eu 11 000 € de crédit prévu, il y en a eu 9 000 de dépensés et il y a une facture à payer qui arrive de 2 000, on serait au-dessus et normalement la trésorerie renverrait le paiement en disant il faut alimenter la ligne avec une prévision de dépenses pour pouvoir honorer la facture. Dans ce cas-là, en interne, on peut nous le faire sans avoir à repasser systématiquement dans le conseil pour ne pas alourdir cela. Enfin, c'est très cadré et très limité. C'est vraiment sur des ajustements de ligne pour le tout venant et pour ne pas être bloqué. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération? Oui. Moi je vais voter contre parce que je préfère encore avoir BDM, parce qu'il n'y a pas assez de transparence, il n'y a pas assez de confiance, il n'y a même pas de commission finance, et donc pour toutes ces raisons, je préfère que ce genre de décision soit votée au conseil municipal. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? On peut passer au vote. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Donc 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté. Merci. La délibération suivante, c'est Béatrix, le rapporteur. Reversement d'une participation financière de la commune pour l'équilibre du budget du centre médical des Sources. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2224-1, considérant les budgets primitifs 2023 de la commune et du centre médical des Sources, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le reversement d'une participation financière du budget principal de la commune vers le budget annexe du centre médical des Sources comme suit. Budget de la commune, compte 65 821, 33 750 €. Budget du centre médical des Sources, compte 75 822, 33 750 €. Merci Béa. Une simple petite explication. Vous savez bien et vous avez bien compris que la création de ce centre médical était pour essayer de conserver nos praticiens sur la commune et de pouvoir en attirer d'autres. Et que dans la bataille que se livrent les communes les unes aux autres pour attirer ou conserver leurs praticiens, il faut être en capacité à faire des efforts financiers. Donc nous, l'ensemble des travaux, hormis le rajout qui avait été fait de l'achat du bâtiment et des premiers travaux lors de l'ouverture, on
fait l'objet d'un emprunt étalé sur des années qui est absorbé. Et sur le reste, cette année, on a été obligé de les augmenter un petit peu pour faire face et pallier aux augmentations des énergies. La partie qui reste ici et qui n'est pas prise en compte, c'est la partie de nettoyage des parties communes des locaux, personnel, produits, etc., que l'on garde à notre charge aujourd'hui pour éviter de peser sur leur budget et pour permettre de rendre service à notre population. Voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc, adopté, merci. Alors, on en arrive au vote du budget. Alors, avant cela, et avant de laisser la parole à Thierry, je vais donc vous donner l'information sur les indemnités des élus et vous commencez par vous donner le texte de loi, parce que c'est la première fois que cette chose est présentée en conseil. Donc, les communes et les EPCI à fiscalité propre doivent établir chaque année un état récapitulatif des indemnités des élus. La loi n'impose aucune forme particulière à cet état, hormis la mention en euros des sommes perçues par les élus. S'agissant d'une mesure de transparence, il est recommandé d'indiquer ces sommes en brut, par mandat et par fonction, sous la forme d'un tableau. Donc la loi impose de communiquer cet état récapitulatif chaque année aux conseillers et ne prescrit pas de forme particulière, laissant ouverte la possibilité de remettre les documents sur table, comme les communiqués par courrier ou toute autre forme de communication. Néanmoins, il semble juridiquement plus sûr de prévoir une présentation de cet état en séance, avec mention de ce document au procès verbal. C'est ce que nous faisons ce soir, et c'est cette méthode-là que nous avons choisie. Cet état récapitulatif a donc une valeur purement informative et ne constitue pas un élément de budget. Donc je vais vous en donner lecture, en commençant par moi. Donc les indemnités de maire avec les frais de représentation représentent à l'année en brut 35 203,38 €. Celle de ma première vice-présidence à notre interco, 11 744,16 €, donc c'est bien annuel et brut. La présidence du CIER, qui est un syndicat d'électrification qui gère notre éclairage public et de 25 communes autour de nous, que je préside, est à 12 152,58 €, et la présidence du syndicat du collège, donc qui gère les infrastructures de notre collège, c'est-à-dire le gymnase de Ouassery, que notre commune finance aux 2/3, 8 039,94 €. Pour les adjoints au maire, l'ensemble des adjoints au maire, donc monsieur le maire, Mme Guézou, monsieur Coïta, Mme Briandel, monsieur Gadea, monsieur Métayer, Mme Polisac et Mme Sarrazin, perçoivent 9 457,50 € en brut annuel pour leur fonction d'adjointe au maire, et monsieur Coïta a une vice-présidence au syndicat du lycée, celui de Longperrier, d'Amartin et Longperrier, les deux, pour 2 350,68 €. Pour les conseillers municipaux qui ont une délégation, donc vous avez deux tarifs. Donc ceux de notre majorité, qui sont encore dans notre majorité, 774,01 €. Et puis ceux qui n'ont pas la même somme, ce sont des délégations qui leur ont été retirées au moment où ils ont quitté notre groupe. C'est pour ça que vous avez une différence et qu'ils ont eu 236,65 € cette année. Voilà, donc ce tableau sera annexé au procès verbal, comme la loi le prévoit et l'exige. Et Thierry, c'est parti pour le budget. Adoption du vote du budget primitif pour l'année 2023, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la nomenclature comptable L57, vu le rapport d'orientation budgétaire du 15 mars 2023, considérant que le budget est équilibré en dépenses et en recettes, l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget par chapitre pour un montant de 10 168 951,60 €, dont 7 735 362,16 € en dépenses et en recettes de fonctionnement, et 2 433 589,44 € en dépenses et recettes d'investissement. Donc, en détail, chapitre 11, charges à caractère général, 2 515 346,15 €. Chapitre 12, 3 353 000 €. Chapitre 014, 152 634 €. Chapitre 023, 303 475,91 €. Chapitre 042, 342 542,84 €. Chapitre 65, 473 892,35 €. Chapitre 66, 178 952,28 €. Chapitre 67 500. Total des dépenses de fonctionnement
7 321 343 53. Reste à réaliser 414 018 63, ce qui nous fait 7 735 362,16. Quand on regarde les dépenses, on a les recettes. Chapitre 013, 11 000. Chapitre 70, 634 285. Chapitre 73, 4 932 502. Chapitre 74, 1 321 855 74. Chapitre 75, 149 510 76. Chapitre 76, 10 euros. Soit un total de 7 49 163 50. Résultat de fonctionnement reporté 546 563 66. Les restes à réaliser 2022 139 635, soit un total équilibré à 7 735 362 16. Pour les dépenses, les dépenses d'investissement, chapitre 040, 400 000 euros, chapitre 040, il n'y a rien du tout. Donc, chapitre 16, 400 000 euros, chapitre 20, 18 187 07, chapitre 21, 590 343 23, chapitre 23, 1 134 567, le chapitre 27, 62 198 49, total dépenses d'investissement 2 205 295 79, plus les restes à réaliser de 228 293 65, soit un total de 2 433 589 44. Et les recettes en face, chapitre 21 303 475 91, chapitre 040 342 542 84, chapitre 10 190 270 17, chapitre 13 844 699 80, chapitre 16 333 500, chapitre 27 62 198 49, total 2 076 687 21, reste à réaliser 24 021 94, le solde positif reporté à 332 880 29, soit un total de 2 433 589 49. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions, des prises de parole? Oui, allez-y. Oui, moi j'ai beaucoup de questions, donc soit je détaille une par une et vous y répondez, soit je fais tout d'un coup et vous y répondez à la fin. Je ne sais pas ce que vous préférez. Le risque de faire tout d'un coup, on risque d'en oublier. Donc allez-y, posez-les au fur et à mesure. Donc je reprends les deux questions du dernier conseil auquel je n'ai pas eu de réponse. Donc la première concerne l'évolution de la masse salariale qui augmente très légèrement puisqu'elle passera de 3,2 millions à 3,35 millions d'euros. Donc j'aurais aimé connaître dedans, dans cette évolution, si les effectifs, si vous prévoyez une baisse ou une augmentation des effectifs, si ceux qui restent vont être augmentés et si oui, de combien. Donc j'aimerais connaître le détail de cette évolution et de vos prévisions budgétaires sur cette question-là. Alors, contrairement aux autres années où on fait une prévision budgétaire quasi à l'euro près sur le chapitre 12, là ce chapitre 12 évoluera en fonction des embauches qui sont prévues sur 2023. Du coup, il va y avoir une augmentation salariale des employés communaux. Combien ça représente? Elle a déjà eu lieu, madame, puisque la loi, c'est au 1er juillet. Donc les augmentations ont eu lieu au 1er juillet, conformément à la loi. Et là, on a dépassé oui, le droit. Séverine peut compléter la... Alors déjà, il y a eu, depuis le début d'année, on a mis en place, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, le RICEP. Et donc l'ensemble du personnel communal aujourd'hui touche un régime indemnitaire, donc le RICEP, donc il y a forcément une augmentation. Et puis après, pour les fonctionnaires, forcément, chaque année, quand ils remplissent les conditions, il y a des avancements d'échelon et des avancements de grade. Et puis après, il y a l'augmentation du SMIC qui se fait en général le 1er janvier, et puis d'autres augmentations en cours d'année. Merci. Alors, notre question suivante. Donc, concernant l'évolution des recettes fiscales, donc c'est à la page 16 du budget, vous prévoyez une augmentation des recettes fiscales de 200 000 euros cette année. Comment s'explique cette hausse? Quelles sont les nouvelles, dans les nouvelles constructions, quelles sont celles qui vont être assujetties à payer cette année une taxe foncière? Quelles sont celles qui ne vont pas payer cette taxe foncière? Et notamment, est-ce que
concrètement, sur les impôts locaux qu'ont payés les Pathusiens, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de leurs impôts, notamment en raison de l'augmentation des bases fiscales? Parce que 200 000 € qu'on divise par 2200 foyers, ça fait plus de 90 €. Donc j'aimerais avoir le détail sur cette évolution de 200 000 € de recettes fiscales que vous prévoyez. Alors, comme vous l'avez dit, on l'a expliqué tout à l'heure déjà, puisque les valeurs locatives augmentent de 7,1%. Et nous, on fait l'effort de baisser à hauteur de 5%. Donc déjà, le compte n'y est pas exactement, ce qui peut expliquer cette hausse de 200 000 €, oui, effectivement, de 200 000 € sur les impôts et taxes. Et s'il n'y avait pas eu cette baisse, l'augmentation, enfin le surcoût, il aurait été de 400 000. Donc on minore effectivement l'augmentation. Mais c'est une histoire de calcul, il n'y a rien de secret là-dedans. Non, mais parce que comme il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, il aurait été possible que ces arrivants soient assujettés aussi à la taxe foncière, et j'aurais aimé avoir... Mais il y en a déjà une partie, alors ça c'est une réponse à laquelle vous pourriez avoir votre réponse. Je ne vais pas m'avancer, mais il me semble que vous avez un représentant de votre groupe à la commission communale des impôts directs, qui recense, suivant le document que la trésorerie nous envoie, les nouvelles constructions, les changements de destination, quand il y a une piscine, un agrandissement, un garage transformateur, tout cela, et on nous demande de le contrôler avec des tableaux et de le valider. Et donc effectivement, oui, on a rentré cette année, me semble-t-il, alors tout confondu, hein, parce que par exemple sur un logement social, vous avez le parking qui compte pour 1 et l'appartement qui compte pour 1. Donc les pavillons, ça c'est en une seule fois, et quand vous n'avez pas forcément des nouvelles constructions, mais simplement des changements de destination ou des modifications dues à un agrandissement, un rehaussement, etc. Donc il y avait cette année 165 lignes différentes, me semble-t-il, pour ceux qui étaient avec moi à la commission. Donc voilà, oui, effectivement, il y a déjà des nouvelles constructions qui rentrent aussi à l'intérieur de ce mode de calcul. Donc ensuite, à la page 36-37, sur les dépenses de fonctionnement, on constate pour les fêtes et cérémonies et réceptions un budget de 113 000 €, ce qui est considérable. Et toujours en répartissant sur le nombre de foyers pathusiens, ça représente 51 € par foyer. Donc j'aurais aimé connaître pourquoi budgéter autant dans les fêtes, cérémonies et réceptions, et également connaître le détail des 30 000 € de comptes divers, le compte 6238. D'accord. Alors, vous parlez à l'intérieur de votre groupe de temps en temps ou pas du tout? Parce que c'est la question que vous avez posée en question à la fin du conseil. Donc soit on y répond maintenant, et on n'y répond pas à la fin du conseil. On va vous répondre, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est simplement que c'est une question qui arrive en doublon. Donc je dis que vous ne soyez pas étonnés en fin de conseil. Si on y répond là, on n'y répondra pas tout à l'heure. Donc vous voulez qu'on y réponde maintenant ou qu'on c'est mieux d'y répondre maintenant parce que c'est on budget. répond maintenant, pas de souci. Alors, fête et cérémonie et réception. Alors, sans surprise, parce que ce sont les deux articles qui vous intéressent le plus chaque année. Donc on va vous y répondre. Petite précision, vous parlez de 50%, moi j'ai fait des calculs, j'arrive à une augmentation de 40,71%. Pour votre information, il reste à réaliser ce qu'on va prendre en compte. Aussi. Alors concernant l'article fête et cérémonie qui passe effectivement de 7 824 € à 42 100 €. En fait, ça s'explique par la nouvelle comptabilité L57, puisqu'on nous demande d'intégrer dans cet article les éliminations de Noël, qui s'élèvent à 24 600 €, qui étaient avant imputées à l'article 615-231. Mais si vous avez pris le temps d'élargir votre lecture aux autres articles, vous auriez vu que le 615-231 passait de 105 142 à 48 920. Pour le deuxième article, réception, qui augmente lui de 8,71%. Dans cet article, on a inscrit le voyage senior. Et vu que c'est une activité qui fonctionne bien, on a souhaité abonder un peu plus ce voyage. Et je vais redire la même chose. Si vous aviez pris le temps d'élargir votre lecture au-delà de ces deux articles, vous auriez vu que l'article 70 et 872, qui concerne les recettes liées au voyage, avait lui aussi augmenté.
demandiez donc l'hiver, si vous voulez. Oui, le compte d'hiver de 30 000 €. Le 62,38. Oui, bah c'est pareil, c'est un budget dédié aux seniors qu'on a souhaité abonder par rapport au repas, par rapport aux animations offertes aux seniors. On rappelle que mécaniquement, c'est des budgets qui avaient baissé ces dernières années du fait que certaines manifestations n'avaient pas lieu. On ne mettait pas d'argent sur les lignes quand on savait qu'on n'allait pas faire le banquet l'essentiel ou pas faire le voyage pour raison de Covid. Ça paraît logique. Donc effectivement, aujourd'hui, oui, ça remonte. Et si vous remontez en arrière dans les anciens budgets, vous trouverez le même montant. Alors, vous avez d'autres questions? Oui, concernant les recettes d'investissement. Alors que les impôts ont fortement augmenté, que notre dette est plus élevée que la moyenne des communes de notre strate, c'est-à-dire 1 200 € contre 804 € en 2021, vous prévoyez de nouveau un emprunt de 333 000 €. Sur le ROB du mois de mars, il était présenté un emprunt à 33 500. Page 20 du ROB. Y avait-il une erreur dans les documents présentés du mois dernier? Et pourquoi ce nouvel emprunt? Alors quand vous parlez de 1 200 € par habitant, vous n'avez pas les bons chiffres parce qu'on est plus proche des 1080 de mémoire que des 1 200 €. Parce que vous avez des chiffres d'il y a 3 ans, je pense. Non, c'est le document qu'on a voté là. Non, regardez 2023, mais pas 1200. Concernant l'emprunt, c'est un emprunt qu'on a mis sur la ligne budgétaire. Peut-être financer de l'éclairage public. Pour l'instant, il n'y a rien de figé, mais c'est pas non plus une certitude que cet emprunt sera activé. Et c'est pas une erreur, puisque ton 3500 c'était l'emprunt de la CAF, et on a rajouté effectivement 300 000 € sur la ligne. Puisque dans le financement du futur ALSH, il y a une partie subvention de la CAF, mais si vous lisez bien la délibération qu'on a évoquée, il y a une partie emprunt aussi. Donc c'était ça qui était connu à l'époque. Et depuis, les 300 000 dont M. le maire vient de parler, c'est une prévision puisque l'État, se désengageant de toutes les autres subventions classiques, nous a sorti du chapeau un truc qui s'appelle le fonds vert, là, qui est censé permettre de financer uniquement des actions écologiques, et que donc le remplacement par exemple des dernières ampoules au sodium que nous avons, ce qu'on appelle le SHP, pour le remplacer par de la LED, pour nous aider à continuer à faire des économies d'énergie sur l'éclairage. Ce dispositif est arrivé entre-temps et les dates étant dépassées, et vu le peu de dossiers qui avaient été déposés, la préfecture a donné un peu plus de temps. Donc on a eu le temps de monter le dossier sur ce sujet-là, même si ce n'est pas quelque chose qui était prévu, et c'est pour ça qu'on a inscrit, puisque la demande est en cours. Si la demande se fait, puisque de mémoire, hein, le défi de la pierre pour ces travaux-là, c'est 400 et quelques mille. Donc si on arrive à avoir une grosse subvention, parce qu'apparemment les fonds verts iraient jusqu'à 80%, mais je n'y crois pas trop, puisque l'État promet beaucoup et se désengage énormément derrière, une fois qu'il a fait la publicité sur son engagement. Dans la réalité, il n'y a pas grand-chose. On le verra sur le terrain de foot synthétique un peu plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui évolue et qui n'est pas obligatoirement quelque chose qui va se réaliser. Ensuite, toujours sur les recettes d'investissement, il est prévu 868 000 € de subvention. On est content que vous ayez obtenu la subvention concernant le terrain de foot synthétique, mais le différentiel, quels sont les retours que vous avez pu avoir des différentes demandes de subventions qu'on a pu faire par le passé? Les subventions qui sont inscrites au budget, ce sont des subventions qui ont été actées par rapport au centre de loisirs. Donc il n'y a pas de règle de 3 à faire avec la subvention du terrain de foot, puisqu'elle n'est pas inscrite au budget. Et pourquoi elle n'est pas inscrite au budget? Puisque, vous le savez, on en avait déjà fait un état des lieux d'ailleurs au ROB, hein, j'avais expliqué les subventions qu'on avait déjà, hein,
puisque le FAC, le Fonds d'aménagement communal, à hauteur de 600 000 € par le département, on l'alloue entièrement sur la LSH maternelle. Les 800 à 1 million prévus par la région seront sur la LSH, puisqu'on a eu 178 000, à peu près 180 000 pour le terrain de foot synthétique. Et que si aujourd'hui vous n'avez pas le terrain de foot synthétique inscrit au budget, c'est qu'on fera une DM pour le faire dans l'année, puisqu'on a reçu la date du tribunal pour statuer sur le recours sur le permis de construire au Marronnier le 19 avril, donc entre le délibéré, les référés, les temps de purge, cette histoire sera réglée aux alentours de fin juin, début juillet, et donc à laquelle on pourra faire une DM pour inscrire la recette de la vente, la subvention et puis l'autofinancement qui restera, suivant le montant du marché que l'on aura fait entre-temps, pour pouvoir démarrer les travaux de ce terrain dans l'été au plus vite. Ensuite, concernant les dépenses d'investissement, à quoi correspond le projet d'immobilisation pour 1 134 000 €? On vient de vous le dire, c'est la LSH, et les travaux vont s'étaler sur 2 exercices, et c'est à peu près la moitié de ce qui correspond donc, à ces travaux. Alors à savoir que ça, on ne sait pas exactement dans l'année le montant de travaux qui sera entamé. Puisque là, on en est maintenant au quasi-dépôt du permis de construire, le temps de l'instruction du permis, les purges du temps du permis, le démarrage des travaux va se faire sur la fin de l'année. Donc on a prévu large pour être tranquille, compte tenu du fait qu'on avait de l'autofinancement et des subventions, mais ça servira peut-être à compléter le terrain de foot. Enfin, voilà, ça dépendra de ce qui sera engagé à ce moment-là. Ça serait quand même bien que les conseillers municipaux puissent accéder à ce projet-là, puisqu'on doit voter sans arrêt à chaque conseil municipal des délibérations sur ce projet. C'est vraiment... Ensuite, concernant les investissements, les dépenses, du coup, j'avais noté 263 000 € à peu près d'investissement pour les voiries et les réseaux d'électrification. Je me demandais quel projet, donc j'ai bien compris qu'il s'agissait du remplacement des LED, en tout cas pour les réseaux d'électrification, c'est bien ça. Mais les travaux de voirie, à quoi correspondent-ils? Oui, comme son nom l'indique, il y a des travaux de voirie, comme on fait tous les ans, des trottoirs, des routes, des toits bouchés, etc., etc. Ça s'appelle les travaux de voirie. Ensuite, il est également prévu 10 000 € d'investissement pour les écoles. L'année dernière, rien n'avait été budgété. C'est quand même une structure qui est quand même indispensable à la commune, et 10 000 €, ça semble quand même bien faible pour les enfants. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ces 10 000 €? Alors, je suis resté calme et détendu jusqu'à maintenant. Je vais continuer à rester calme, mais je vais vous renvoyer un petit peu vers autre chose que les chiffres lus bêtement, comme vous le faites, puisque vous savez pertinemment qu'on a des services techniques qui sont excessivement développés et qu'on fait beaucoup de choses en régie. Donc quand on met 10 000 €, c'est souvent que de l'achat pour du mobilier ou pour un tableau numérique s'il y a une classe supplémentaire ou pour autre chose. S'il fallait qu'on chiffre et qu'on sorte le nombre d'heures passées par nos services techniques sur d'autres budgets, en peinture, en serrure, en vitre, en plomberie, en ceci et en cela, ce serait nettement supérieur. Et vous le savez très bien. Simplement, encore une fois, vous extirpez un chiffre et vous l'utilisez bêtement, et c'est tout à fait dommage. Et en complément de ce que vient de dire Monsieur le maire, il y a des travaux qui passent désormais en fonctionnement, puisque la TVA n'est plus récupérable sur ces travaux. Encore merci l'État. Et donc on passe ces travaux-là en fonctionnement. Donc on perd 20% à chaque fois dessus. Alors, ça non plus, ça vous échappe. Alors, vous avez encore des questions? On peut passer au vote? Non, c'est bon. Alors, il y a d'autres prises de parole? Non? On peut y aller? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Évidemment. Des abstentions? Donc, adopté. Merci.
La déclaration numéro 8, donc le même exercice qu'on vient de faire pour le budget général, pour le budget du centre médical, et c'est Franck Dumont, rapporteur. Vu les articles L.2311-5 et R.2311-13 du Code général des collectivités territoriales, de l'instruction budgétaire et comptable M57 des communes et de leur établissement public administratif, considérant que le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget les résultats de l'année précédente. L'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, constate et approuve les résultats de l'exercice 2022 du centre médical comme suit. Reprise anticipée des résultats, résultats estimés de fonctionnement, résultats estimés de l'exercice moins 23 447,75, résultats antérieurs reportés 32 910,96, résultats à affecter 9 463,21. Solde d'exécution de la section d'investissement, solde d'exécution cumulée d'investissement R001, 40 595,49, besoin de financement 0, affectation en réserve R1068 en investissement 0, report en investissement R001, 40 595,49, report en fonctionnement R002, 9 463,21. Merci Franck. Alors, s'il y a des prises de parole, est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci. Alors, la délibération suivante, eh ben, c'est Thierry, et c'est à nouveau une question. Le Code général des collectivités territoriales, vu la nomenclature M57, vu le rapport d'orientation budgétaire du 15 mars 2023, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget du centre médical d'Escos comme suit. Chapitre 11, 49 076,54. Chapitre 42, 40 614. Chapitre 66, 5435,73. Les autres chapitres sont à 0. Total d'éléments de fonctionnement 95 126,27. Ensuite, en recette, chapitre 70, 4320,24. Chapitre 75, 81 342,82. Les autres chapitres sont à 0. Total des recettes 85 663,06. Avec un résultat de fonctionnement reporté de 9 463,21 total, 95 126,27. Pour les dépenses d'investissement au chapitre 16, 38 170,24, qui correspond au l'emprunt. Chapitre 21, 43 039,25, total 80 209,49. Et pour les recettes d'investissement, chapitre 040, opération d'ordre 46 614. Solde d'exécution publique reporté 40 595,49, total 80 209,49. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, allez-y. Concernant les recettes de fonctionnement, on voit à l'article 75, autres produits de gestion, une augmentation importante des produits de gestion. Donc la question c'est, est-ce que les loyers cette année pour le personnel, enfin pour est-ce que ça va augmenter? Alors, à votre avis, vas-y, tiens. Dans le chapitre 31, si vous avez écouté avec attention tout à l'heure, on vous a dit que le budget communal avançait à hauteur de 3 500. Donc ça explique grandement l'augmentation. Et les loyers, oui, on suit pas la on en met l'augmentation à l'heure. De combien vont augmenter les loyers? À combien sont-ils aujourd'hui? Et à combien ils le seront bientôt? Je ne suis pas demain parce que l'indice de la construction sortira en juin, donc je ne peux pas me répondre. Il est à noter que les loyers ne peuvent augmenter que sur l'indice de la construction, ça c'est la loi, et que ces 5 dernières années, nous ne l'avons pas appliqué. Donc les loyers n'ont pas augmenté depuis la création, nous sommes toujours à 13 € TTC du mètre carré, et pour avoir le montant du loyer, il suffit de mesurer la cellule de chaque praticien qui n'a pas la même taille pour tout le monde. Et ce qui a augmenté à côté, ce sont leurs charges à eux,
sur le chauffage, l'électricité, etc. Ça, oui, ça a augmenté. On a rattrapé un certain nombre de choses, que les provisions qui avaient été faites, qui étaient faites jusqu'à maintenant, suffisaient. Sauf que l'augmentation, on a eu le résultat que la fin. Donc cette année, ils ont effectivement une augmentation importante, puisqu'ils ont le rattrapage de ce qui a déjà été consommé, sur lequel ils n'avaient pas provisionné assez. Mais encore une fois, on n'était pas devin. De toute façon, on les a reçus, on a vu avec eux, et on a augmenté la prévision pour l'année prochaine chaque mois, de façon à ce qu'il n'y ait pas la même surprise en fin d'année. Voilà. D'autres questions? On peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté, merci. Alors, la délibération numéro 10, et c'est Bernard, le rapporteur. Modification des tarifs des emplacements publicitaires dans le magazine de la ville, Le Grand Sympathique. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérons la volonté de modifier et actualiser les tarifs des emplacements publicitaires dans Le Grand Sympathique, permettant ainsi de financer une partie du coût des impressions du magazine. Considérant que le choix de la publicité, s'il est principalement d'ordre économique, permet également d'être une vitrine de la vie économique de la ville. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la grille tarifaire suivante à compter du 1er mai 2023. Dimension 1/8 de page, 90 par 62 mm, une parution 99 €, 90 l'unité pour 2 parutions, soit 180 les deux. Un quart de page, 90 par 129 mm, 175 pour une parution, 150 unités, soit 300 € pour les 2 parutions. Une demi-page, 190 par 133 mm, 320 € pour une parution, 275 € l'unité, soit 550 les deux. Une page de 190 par 267 mm, 500 €, 450 l'unité, soit 900 € pour 2 parutions. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération? Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. À la délibération du 6 mars 2015, vous aviez un tarif extérieur et un tarif pour les pâtusiens. Et je voulais savoir pourquoi vous aviez abandonné le tarif extérieur. Parce qu'en fait, on a peu de demandes extérieures et on n'en fait pas. On se concentrera au maximum sur les parutions pâtusiennes. Et puis après, sur le reste, s'il y en a, on verra à les mettre ou pas. Mais c'était alourdir le système que d'avoir 2 tarifs. Voilà. C'est simplement ça. Il n'y a pas d'autre raison que ça. D'accord, parce que, bon, juste précision, que je comprenne bien, le tarif extérieur pour les extérieurs à l'époque, pour une parution était à 650. Et là maintenant, si un extérieur vient paraître sur le sympathique, il ne paye que 500 €. Donc ça lui revient moins cher alors qu'il est extérieur. Alors pour un pâtusien, avant, on était à 487. Et pour le coup, là, lui, ça augmente vraiment. Alors, bien sûr, mais vous savez, ça c'est en mathématiques, il vaut mieux parfois un tien que 2 tu l'auras. C'est-à-dire que si on a baissé, c'est parce qu'en extérieur, on n'en avait pas, du fait du prix aussi. Voilà. Donc, revenir à un tarif, c'est se simplifier la vie pour nous, tout simplement. Et l'augmentation, comme vous dites, ça date de la délibération, elle datait de 2015. Voilà, donc entre-temps, la vie a... Ah oui, la coût a augmenté, je ne suis pas contre l'augmentation, je comprends. Et c'est normal. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Non. Vous voulez changer votre vote? Non, c'est bon, je vous dis que j'étais pour. Alors, la délibération suivante, et c'est Annie, le rapporteur. Convention ANCB porteur de projet. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérons que l'Agence nationale pour les chèques vacances, ANCB, a mis en place en 2007 le programme Senior en vacances.
seniors en vacances destinés aux personnes âgées. Considérant que ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des raisons économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. Considérant que l'ANCV s'adresse à des structures locales ou nationales, telles que notamment les collectivités territoriales, qui deviennent des porteurs de projets dans le cadre d'une convention de partenariat. Considérant que les personnes éligibles au programme Seniors en vacances sont celles qui répondent aux critères définis ci-après. Être âgé de 60 ans ou plus à la date du départ, le seuil étant ramené à 55 ans pour les personnes handicapées. Être soit retraité, soit sans activité professionnelle et résider en France. Considérant que les aidants de personnes en perte d'autonomie sont également éligibles au programme. Considérant que la signature d'une convention de partenariat entre l'ANCV et la ville de Saint-Pacus permet à la collectivité d'accéder aux offres de séjour seniors en vacances, le choix de la destination, la réservation, la constitution d'un groupe de participants et le suivi du contrat sont effectués par la collectivité. Considérant que la participation des bénéficiaires est encaissée par la collectivité lors de l'inscription, puis reversée au prestataire à l'issue du voyage. Considérant que la convention prendra effet à compter de la signature par les parties et sera renouvelée chaque année. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise la signature de la convention de partenariat à intervenir avec l'ANCV ainsi que de tout autre acte administratif nécessaire à la conclusion des contrats de réservation. Merci Annie. Donc bon, c'est le voyage de l'ANCV, hein, c'est le voyage des anciens qui est fait traditionnellement. Donc on ne l'avait pas avant je l'aurais dit, on ne l'avait pas à ce conseil, puisque c'était quelque chose qui était pris en charge par le CCAS, qu'on a, qui n'était pas vraiment un caractère social, donc on a sorti et mis avec la délégation des anciens sur le budget général. Voilà. C'est pour ça que vous l'avez en délibération à ce conseil. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, le vote est favorable. Les abstentions? Eh bien, écoutez, merci pour eux. Alors, la délibération suivante, elle est directement liée à ça. Hein. C'était la convention de partenariat, et là, c'est l'approbation du devis. Et c'est ça va. Approbation d'un devis avec le VBF village concernant le voyage des anciens dans le Grand Cadre et fixation de la participation financière. Vu la proposition présentée par le village vacances VBF, le Lioran, les Monts, du Cantax, 15 800, Saint-Jacques, les Blattes, relative à l'organisation d'un voyage des anciens se déroulant du 9 au 16 septembre 2023, considérant qu'il y a de fixer le montant de la participation financière. Considérant que ce voyage est organisé prioritairement pour les personnes âgées non imposables sur le revenu 2022. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le contrat présenté par le VBF Village, fixe la participation financière à verser pour le voyage à 282,81 €, dont 5,81 € de taxes de séjour, 10 € d'assurance annulation et 19 € pour les sorties supplémentaires pour les personnes âgées non imposables sur le revenu et à 476,81 €, dont 5,80 € de taxes de séjour et 10 € d'assurance annulation et 19 € pour une sortie supplémentaire pour les personnes âgées imposables sur le revenu. Il est précisé que le paiement pourra être échelonné de la façon suivante: 30% le 15 mai 2023, 30% le 15 juin 2023, 40% le 15 août 2023. Merci, Sarah. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole pour cette délibération? Juste, on sait, est-ce que vous avez déjà lancé vous savez à peu près combien de personnes risquent d'aller à ce voyage? Généralement, c'est plein, systématiquement. Donc, ça a été distribué cette semaine. Ça va être distribué cette semaine. On va avoir les inspections le 19 et après on saura combien de personnes sur le voyage. Ça fait plusieurs années qu'on a toujours même une liste d'attente. Hein. Alors après, généralement, tout le monde arrive à partir parce qu'il y a toujours à la dernière minute quelques malades qui laissent des places. Voilà. Mais l'autocar et le séjour est toujours plein.
60. Ouais, autour d'une soixantaine, quoi. Oui, une soixantaine. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux encore. Tisane, la délibération suivante. Merci, monsieur le maire. C'est du travail que tu me donnes là, parce que c'est presque 2 pages de lecture. Alors, ça va être laborieux. Bon, je vais m'y attacher avec sérieux. Demande de subvention au titre de contrat d'aménagement régional auprès de la région Île-de-France. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet de construction et de création d'un accueil de loisirs maternels et aménagement des abords et du parking de la LSH maternelle, considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès de la région Île-de-France, dans le cadre du contrat d'aménagement régional CAR, comprenant les opérations suivantes. Opération 1, création d'un accueil de loisirs maternels. Opération 2, aménagement des abords et parking de la LSH maternelle. Le montant prévisionnel de ces opérations est le suivant. Pour l'opération 1, 2 223 007 50 €. Opération numéro 2, 178 796,37 €. Montant hors taxe, 2 901 803 87 €. TVA à 20%, 580 360,77 €. Total TTC, 3 482 164,64 €. Le montant total retenu par la région est le suivant. Opération numéro 1, 1 321 203,63 €. Opération numéro 2, 678 796,37 €. Montant hors taxe, 2 millions d'euros. Hypothèse numéro 1, financement de cette opération avec CAR, FAC, DISIL. Opération numéro 1, région CAR, subvention à 50% sollicité, 660 601,82 €. Opération numéro 2, région CAR, subvention à 50% sollicité, 339 398,19 €. Total subvention régionale, 1 million d'euros. Opération numéro 1, département FAC, sollicité à 500 000 €, plus des îles, sollicité à 378 199 000 €. Opération numéro 2, département FAC, sollicité à 100 000 €. Total subvention autre, 978 189 €. Total de subvention, 1 978 199 €. Reste à charge communale, hors taxe, 923 614,87 €. TVA approvisionné, 580 360,77 €. Total à charge de la commune, 1 503 975,64 €. Dont par propre, 923 614,87 €. Emprunt, 580 360,77 €. Je vais t'alléger un petit peu. Tidiane, l'hypothèse numéro 2, c'est la même chose sans le DESIL. Donc tu peux aller directement à don par propre, puisqu'évidemment, comme il y a une subvention en moins, c'est ça qui évolue. Don par propre, 1 301 803,87 €. Emprunt, 580 360,77 €. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'ensemble des opérations présentées pour un montant total de 2 900 803,87 € hors taxe, soit 3 482 164,64 € TTC. S'engage sur le programme définitif et l'estimation de chaque opération, sur le plan de financement annexé, sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur, sur la maîtrise foncière et ou immobilière de l'assiette des opérations du contrat, sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la commission permanente du conseil régional de l'ensemble des opérations
prévues au contrat pour attribution de subventions dans un délai de 3 ans à compter de son approbation, oui, tout à fait, par la commission permanente du conseil régional, à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d'entretien des opérations liées au contrat, à ne pas commencer des travaux avant l'approbation du contrat par la commission permanente du conseil régional et pour chacune des opérations inscrites au programme de la convention de réalisation correspondant à cette opération, à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans, à mentionner la participation de la région Île-de-France et d'apposer leur logotype dans toute action de communication. Sollicite Madame la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France pour l'attribution d'une subvention de 1 million conformément au règlement des contrats d'aménagement régionaux. Merci Kylian. Alors, quelques précisions. Vous voyez qu'on vous a mis deux hypothèses par rapport à ce dont on avait discuté à une époque concernant la DETR. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du désengagement de l'État. Nous avions pourtant un écrit du préfet qui s'engageait à nous aider et nous verser une subvention. On n'est pas sur la liste, mais il y en a beaucoup entre vous comme nous. On n'est pas sur la liste de la DETR encore cette année. Hein, donc ça va nécessiter à l'État de réagir un petit peu parce que une commune comme la nôtre qui a fait chaque année des demandes et qui en 4 ans a obtenu une subvention à 19 000 alors qu'elle en avait sollicité plus d'1 million, je trouve ça un peu léger, surtout quand on nous rabat les oreilles à la longueur de journée, qu'on met des sous, on met des sous, on met des sous pour la relance, et quand on fait des équipements, eh ben, tout le monde est là, département, région, mais par contre l'État, lui, aux abonnés à tout. Donc, on a fait deux hypothèses, une avec la DSIL, puisque la DSIL n'est pas encore apparue, donc on ne sait pas si on va être sur la liste ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a fait deux hypothèses, une avec le DSIL et une sans DSIL. Pour le FAC départemental, lui c'est acté, et pour la région, on attend le passage en commission permanente, c'est quasi acté, puisque ce sont des politiques publiques qui sont automatiques. Le simple curseur, c'est sur le nombre de dossiers qui seront prêts et qui seront, puisqu'aujourd'hui vous ne pouvez plus faire une demande de subvention pour faire les travaux dans 3 ans, hein. Il faut les engager rapidement, dans l'année ou dans les 6 mois qui suivent l'année suivante. Et donc le quart, on l'aura, ça oscillera entre 1 million pour le plus haut parce que c'est le plafond, et ça ne descendra pas en dessous de 800 000. C'était à la région avant-hier et c'est ce qui m'a été signifié par notre présidente de région. Donc on est parti sur 1 million, on pense qu'on aura entre 800 et 1 million. C'est encore à finaliser. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui. Donc, petite question. Vous venez de répondre à la première, c'est ce que c'était justement ma première question, c'est on fait une demande de subvention, si je comprends bien, mais comme c'est une demande, on n'est pas sûr de l'avoir. Donc là, la CAR et la FAC, apparemment, vous dites que c'est quelque chose d'automatique. Alors, c'est pas automatique, mais ça fait partie des politiques publiques. Il faut faire les demandes et répondre au dossier. Après, nous, là, on est suffisamment avancé dans les démarches avec eux. Le dossier est prêt à passer en commission permanente et on ne vous présente pas votre dossier en commission permanente si il n'est pas carré et s'il sait qu'il ne va pas. En fait, quand c'est présenté à la commission permanente, voilà, vous allez l'avoir. Après, c'est le volume d'opérations, puisque même si la région met énormément d'argent en ce moment grâce à une bonne gestion, mais on peut dire que c'est variable sur une région. Si vous avez 200 dossiers ou 240 ou 250 dossiers sur l'enveloppe, forcément, si les 240 sont attribués et que vous aviez prévu pour les 200 à 1 million, bah, chacun va laisser 100 ou 150 000 pour que tout le monde ait. Oui, si beaucoup de dossiers sont acceptés, forcément la dotation va être moins importante. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on ne mesure pas. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas en dessous de 800 000. D'où le fait voilà, qu'on ne sera pas en dessous de 800 000. Entre 800 et 1 million. Voilà, parce que ma question suivante, mais si vous me dites qu'on est sûr de les avoir, c'était si on n'avait pas les financements ni de la CAR, ni de la FAC, et de la DSIL, on ne sait pas, c'est vous qui l'avez dit, l'impact financier pour la commune n'est pas le même. Ah bah évidemment, c'est le principe des subventions. Oui, oui, non mais, donc c'était pour ça, si on est sûr d'avoir les subventions, forcément on va sur vos 2 hypothèses, mais si on ne l'est pas, dans le pire des cas, si on ne l'est pas... Ah bah c'est ce qui nous arrive par exemple sur le terrain de foot synthétique,
où on a 1,2 million à financer, et où on aurait pu avoir assez facilement, je pense, si l'État avait bougé un peu, entre la région, l'État et la Fédération française de foot, aux alentours de 5 ou 600 000 sur un équipement à 1 million, 1,2 million, donc on aurait eu au moins 50 à 60% de subvention, et là on va avoir les 180 000 de la région, les 40 de la FAFA, et le reste c'est nous qui finançons. D'accord. Et donc... Alors après, il y a deux solutions. Soit on est quelqu'un qui ne bouge pas et qui se réfugie derrière le fait qu'il n'y ait pas de subvention et donc on ne fait pas des opérations. C'est ce qui se passait régulièrement il y a quelques années. Soit quand vous faites des équipements pour vos populations, vous savez que si vous avez l'intention de le faire, c'est qu'il est nécessaire de le faire. Alors après, c'est vous l'étaler peut-être un peu plus dans le temps parce qu'il faut en mettre un peu plus de côté pour pouvoir le faire. Voilà, l'intérêt c'est de faire l'équipement pour la population. Point. Oui, je suis d'accord avec vous, hein. Mais jusqu'à où la commune est capable d'emprunter, puisqu'à chaque fois on a un emprunt qui est de 580 000, 360 les centimes. Si les dotations sont plus faibles que finalement on le pensait, jusqu'à où la commune est prête à emprunter? À quelle hauteur? Alors, la capacité d'emprunt de la commune, alors je découvrirai parce que je parle spécifiquement pour le terrain, oui, enfin, non, pour la stade, après c'est purement indicatif ce qu'on vous met sur les délibérations entre la partie autofinancement et la partie emprunt. Il faut simplement l'inscrire. Voilà. Après, on ne sait pas aujourd'hui, il y a des recettes par exemple qui sont variables sur la commune. Évidemment que on emprunte que si on n'est pas en capacité de l'autofinancer. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer d'autofinancer. Oui, je vois bien que la part propre de la commune augmente entre 900 000 et 1,3 million. Voilà. La part d'emprunt reste identique, mais si finalement les dotations sont plus faibles... Après un budget, c'est une prévision. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de recettes qui ne sont pas forcément prévisibles. On sait à peu près, je vais vous donner un exemple simple. Ces dernières années, sur ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire la taxe que la commune touche quand il y a des ventes de maisons, vous avez vu la bulle qu'il y avait eu ces derniers temps, où cette dotation avait quasiment augmenté de 40%. Si vous suivez un petit peu l'activité, vous avez vu que les taux d'emprunt étant passés de 1,20 à 3,20 ou 3,50 à 4 dans certains cas, il est fort à parier que l'ensemble des ventes vont se casser la gueule. Ou que si elles se font à un niveau financier moins important que donc nous on l'a prévu. C'est-à-dire que sur cette dotation-là, donc on aura la connaissance à la fin de l'année, mais qu'il faut pourtant qu'on prévoit dans le budget. Si on met 400 000 et qu'on touche 230, on fait comment à la fin de l'année? Donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que c'est la façon dans laquelle nous construisons nos budgets depuis 2008 que nous sommes élus, et on n'a jamais eu de problème là-dessus, au contraire. Moi c'était une question bête de Max, je pense qu'à un moment donné on pourrait... Je vous donne le raisonnement, vous comprenez bien. Donc le raisonnement, c'est de dire que c'est quand même beaucoup plus facile de desserrer la ceinture en fin d'année si on a des recettes supplémentaires que si on les a comptées au début de l'année et qu'on les a pas et qu'il faut serrer la ceinture. Donc c'est le même principe dans ces travaux-là. Ce sont des hypothèses, il y a avec un intérêt, c'est que, pourquoi je vous disais tout à l'heure que ça décale dans le temps, c'est parce qu'un équipement, même si vous l'avez entamé, on est, sur les sections d'investissement, on est capable de faire du déficit, c'est-à-dire de reporter à l'année suivante une part d'investissement. C'est pour ça que des fois, vous avez sur le budget une partie section d'investissement à moins quelque chose. Voilà. Chose que vous ne pouvez pas faire sur le fonctionnement. Le fonctionnement, il faut que ce soit équilibré. Donc ça veut simplement dire que, oui, il y a une limite. Si on n'avait ni le CAR, ni le FAC et qu'il fallait autofinancer les 3,5 millions, c'est faisable s'il y a un permis de construire sur la zone d'activité, avec une grosse taxe qui tombe derrière, et ça ne devient plus s'il n'y a pas ce permis-là, ou il faut attendre d'avoir ce permis-là pour se dire j'ai les recettes et je peux le faire. Voilà. Ok? Oui. Merci. Alors, on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Adopté, merci. Alors, on est arrivé un peu au terme de notre ordre du jour. Je voulais simplement vous compléter sur le budget communal, parce que sur la M57, on est plus obligé, sur les subventions automatiques, de faire ce qu'on appelle, on le fera pour les associations, mais pour les autres subventions qui sont des subventions automatiques que l'on décide de verser sans mode de calcul spécifique. Donc je vais vous dire ce qu'on a versé parce que c'est quand même assez intéressant.
si vous pouvez écouter, Mademoiselle, ça vous intéresse que vous posiez des questions sur l'école tout à l'heure, et ça va être en grande partie le sujet. Donc, en subvention communale qui est prévue sur le budget, pour l'instant, on a le comité des œuvres sociales pour notre personnel à hauteur de 6 000 €. On a une régularisation pour l'association de l'Escrime, qui était porteuse du Téléthon. Alors au départ, on avait dit que c'était le CCAS, mais pour que ce soit plus simple, c'est la commune qui va porter. Donc on a 400 € de dons à leur reverser. Et d'ailleurs, on s'organisera mieux si c'est fait l'année prochaine, pour que la subvention soit prévue bien plus à l'avance, puisque je crois qu'ils ont un temps donné après la manifestation pour verser les fonds. Et si on donne, c'est pas à eux de faire la trésorerie, c'est plutôt à nous de réagir plus rapidement. Ensuite de ça, on a une association des jeunes sapeurs-pompiers pour 500 €. On a les Poilus d'Oiserie, qui est une association qui nous aide bien pour l'ensemble des animaux trouvés sur la commune, pour 700 € de subvention. On a, alors après on arrive sur les nouveautés, c'est pour ça que je vais vous en parler. Vous savez qu'on a des écoles qui sont excessivement prolifiques dans les projets. Et jusqu'à maintenant, les financements étaient compliqués. Donc on a travaillé avec eux en bonne intelligence et en bonne concertation pour pouvoir mettre en place ce qu'on a appelé des appels à projets. C'est-à-dire qu'ils ont un dossier à remplir en tout début d'année, que l'on valide assez rapidement, nous, avec eux, sur les différents voyages ou différentes sorties ou projets pédagogiques sur lesquels ils nous demandent une aide financière. Donc, par exemple, il y avait eu pour la coopérative scolaire de Charles-Véraud un budget pour les recueils d'enquête policière, un tout petit budget à 170 €, ça a été validé. Un autre pour une opération de bande dessinée à hauteur de 600 €. Et un projet théâtre, alors après on passe à l'école du bâti, un projet théâtre pour subventionné à hauteur de 1800 €. Une classe découverte et test subventionnée à hauteur de 6 000 €, et un projet de classe de neige à Bellevaux subventionné à hauteur de 8 000 €. Et puis une subvention communale de régularisation à l'association du festival photo, puisque c'est une année sur deux, de l'ordre de 2 000 €. Voilà, donc ça c'est une ligne de subvention à hauteur de 26 170 €. Et vous aurez remarqué, parce que j'ai évidemment appuyé dessus, que les deux voyages qui étaient assez intéressants ont été subventionnés à hauteur de pratiquement presque 15 000 €, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, ça a été mis en avant, puisque c'est un gros travail qui avait été fait aussi avec en particulier par nos services. On va passer aux questions écrites. Donc, on va commencer par la première, et c'est M. Païta qui va vous répondre. Madame Delard, si vous voulez bien nous la lire, s'il vous plaît. C'est vous qui nous l'avez envoyé, ou quelqu'un d'autre de répondre, peu importe. Oui, parce que tu peux la lire ou tu peux... Oui. La question concernant le PAGE. Donc, pourriez-vous expliquer l'absence de communication concernant les activités du PAGE, le point accueil jeunesse, pour les enfants à partir de 11 ans jusqu'à 14-16 ans? Comment justifiez-vous les changements d'activité proposés, et pourriez-vous nous éclairer sur les professionnels engagés pour mener ces missions auprès des jeunes? Merci. Oui, merci pour cette question. Je ne vais pas porter de jugement sur le fond des questions, parce que en réalité, on sait quelqu'un qui est alerte sur les activités du PAGE pourrait ne pas les poser. Mais je vais quand même répondre à vos questions, puisque vous les posez au conseil municipal. Comment ça, je ne suis pas alerte sur les activités du PAGE? Je termine, on n'est pas dans un débat. Je suis en train de répondre. Vous avez posé une question, la réponse, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous répondez en n'étant pas sa poli. Enfin, un peu mal poli, excusez-moi. Je ne pense pas avoir été agressif. Non, mais vous moi... m'excuserez si je l'ai été. Excusez-moi, vous m'excuserez si je l'ai été, mais je vais vous répondre. On ne polémique pas, parce que c'est des questions qui sont posées, des réponses qui sont données. Après, vous pouvez ne pas être satisfaite, mais c'est comme ça, malheureusement. Voilà, dans les textes de la loi française, du conseil municipal, le fonctionnement, c'est comme ça. Je suis désolé si je vous ai offensé, mais le but, ce n'était pas de vous offenser. Je voudrais simplement dire que la communication sur du PAGE n'a pas varié. Au contraire, elle a été amplifiée. Parce que vous remarquerez, si vous partez sur le site de la ville, que toutes les activités qui sont menées pendant les vacances scolaires sont planifiées, sont diffusées sur le site de la ville. Les mercredis, il n'y a pas de communication particulière, puisque l'accueil des jeunes se fait de façon très libre, et que les activités qui sont menées sont co-construites
entre les jeunes et les animateurs. Voilà, donc il y a ces supports-là qui sont utilisés pour communiquer, pour faire savoir ce que font les services, mais il y a aussi une communication au sein du collège, où il y a des affiches qui sont faites pour faire savoir aux élèves du collège des activités menées sur place. Tout cela est complété par les réseaux sociaux, du Facebook, du page, puisque du page en Facebook et le WhatsApp, auquel les gens qui sont inscrits accèdent directement aux informations qui sont données. Donc la communication, elle n'a pas baissé. Au contraire, je l'ai maintenue, je dirais même renforcée. Je reviendrai sur la suite. Pour ce qui concerne les activités, les changements d'activité, vous savez, ce dispositif, quand on l'a créé, cette structure, page, point d'accueil des jeunes, le nom du tout. C'est-à-dire c'est un lieu où on accueille des jeunes pour divers objectifs. D'abord, l'écoute, parce que les jeunes ont parfois besoin de parler, de s'expliquer, de se confier, de l'accompagnement, mais aussi un travail sur l'ouverture de ces populations sur la société, sur les questions de citoyenneté. Donc on peut s'appuyer sur plusieurs dispositifs, soit sur des projets juridiques, comme le faisait Karine Almanza qui était là précédemment mais qui est partie pour d'autres horizons. C'est son choix personnel, on le respecte bien sûr. Et aujourd'hui, Yannick Mariotte, qui remplace Karine Almanza sur cette action-là, accueille les jeunes dès mercredi. Et pendant les vacances scolaires, elle est soutenue par M. Portefeuille, qui a une intervention sportive auprès des jeunes. Mais les interventions ne se limitent pas seulement à des questions sportives, mais elles s'articulent aussi à des questions, comme je disais tout à l'heure, d'ouverture. Et donc on fait du vélo, on s'initie à diverses activités sportives, que ce soit du hockey, que ce soit des jeux de société. Voilà, donc le projet du page est toujours dans un esprit général que nous avons défini, mais les interventions dépendent du profil des agents qui sont en situation d'intervenir. Madame Almanza intervenait parce qu'elle avait un profil spécifique, un peu psycho, un peu sophro. Monsieur Mariotte a un profil un peu sport avec Monsieur Portefeuille, d'où la modification, du sens des activités aujourd'hui menées. Donc il y a deux personnes qui interviennent, deux agents qui interviennent, M. Portefeuille et M. Mariotte, complétés par M. Aurélien Delahaye, qui est le directeur adjoint aujourd'hui du service. Bon, bien sûr, Mme Almanza est en partie, nous sommes en situation de la faire remplacer. Des offres sont parties, mais pour l'instant, on n'a pas encore de candidature retenues. Voilà ce que je peux vous dire sur votre question, en espérant avoir répondu à vos interrogations. Et je vous prie encore, madame, parce que vous venez d'arriver au conseil municipal. Bon, il faut qu'on soit en conseil municipal accusé. Je vous prie encore pour m'excuser si j'ai été offensant dans ma façon de démarrer mon intervention. On peut compléter en disant aussi qu'il y a un certain nombre d'activités à destination du public féminin qui sont limitées pour l'instant, puisque dans ces âges-là et dans les conditions d'accueil, la DJS, enfin l'ancienne jeunesse et sport, voilà, qui porte un nom un peu barbare aujourd'hui, demande à ce que, en préférence, les activités en destination des filles soient faites par un personnel féminin et des garçons, un personnel masculin. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des difficultés à recruter là-dessus. En matière de direction, on favorise la promotion interne, puisqu'on a envoyé M. Mariette en formation pour passer un BBGEPS, donc un diplôme qui lui permettra de diriger ce service-là, en attendant d'en recruter un ou une éventuellement, mais de toute façon ça nous permet aussi de renforcer nos équipes et leur formation dessus, et puis ça fait de la promotion interne pour notre personnel, donc c'est excellent. Voilà, je vais vous dire là-dessus. Est-ce que je peux me permettre de rebondir sur les propos de M. Coïta? Alors, non, je
je vais être très clair là-dessus. Les questions, alors, vous lirez, c'est dans le règlement intérieur que je vous ai donné. Vous posez une question et vous avez une réponse. D'accord. Sur cette question-là, il n'y a pas de débat. D'accord, il n'y a pas de débat. Donc même si M. Koïta n'a pas répondu à ma question, mais c'est le... Alors, et que les publications internet du site du page ne sont pas mis à jour depuis février 2022 pour le site de la mairie, et juillet 2022 pour le Facebook. Vous voyez pourquoi il n'y a pas de débat? Non, mais j'ai posé une question et M. Koïta me dit si ça fait un jour. Vous avez une réponse. Mais la réponse ne me satisfait pas. La réponse ne vous satisfait pas, mais c'est comme ça. Et la question ne nous satisfaisait pas non plus parce qu'elle était polémique. Mais non, c'est une vraie question, mes enfants participent au page, et c'est pour ça que j'ai posé cette question. Donc, je vous demande de respecter le règlement intérieur du conseil et de ne pas intervenir sur les réponses. Vous avez sur les questions écrites, madame, s'il vous plaît. Voilà. Alors, votre deuxième question, est-ce que vous voulez qu'on y réponde, madame, ou pas? Parce qu'on l'a déjà fait. Oui, vous l'avez déjà fait, et que j'allais juste rebondir sur ce que disait ma collègue concernant, juste pour info, les dates de diffusion à la fois sur le canal de la mairie et celui de la page Facebook. Donc, par rapport à des publications à jour, enfin, on est embêté, quoi. Voilà. Alors, donc la deuxième question, on a déjà répondu. Alors, il n'y a pas de compte rendu de délégation, parce qu'il n'y a pas eu de décision que le prise de vous avez le conseil, une décision on a, dans les questions du public, on a une question du public qui est intéressante. Alors, je vais commencer par faire un erratum et un mea culpa en direction de M. Michael Roussy, puisqu'il y avait eu une petite erreur de notre part sur la personne. C'est pas lui qui avait été vu par notre personnel, c'était son voisin. Voilà. Donc effectivement, sur le fait qu'il n'avait pas eu de réponse par mail, ça c'était faux, mais sur le fait que sa voiture était garée le temps qu'on lui demandait, c'est nous qui étions dans l'erreur. Donc voilà, c'est bien de reconnaître ces erreurs quand on en fait, mais à culpa, et on s'excuse de l'erreur. Donc, question, on en a reçu une de M. Damien Richer, 29 rue du Boyer-Fourchu, sur les pistes cyclables. Bonjour monsieur, je voulais savoir s'il est prévu d'installer des pistes cyclables dans la ville afin de pouvoir circuler en vélo en sécurité, notamment pour se rendre aux écoles et vers les services de proximité, mairie, supérieure, pharmacie, etc. Également, monsieur Richer. Alors, on a interrogé, puisqu'en fait, sur l'intercommunalité, c'est l'intercommunalité qui a pris la compétence sur le plan vélo, et donc on les a interrogés pour pouvoir répondre. Donc aujourd'hui, oui, il y a un plan vélo qui a été adopté par l'Interco en 2020, donc elle a adopté son schéma directeur des pistes cyclables, et celui-ci avait identifié plusieurs liaisons et itinéraires cyclables prioritaires, donc à faire assez rapidement, le plus vite possible, en priorité. La liaison Oisy vers la gare du Plessis-Belleville, la liaison Vivaudé vers Le Pin et l'arrêt de Seine-et-Marne Express, la liaison Saint-Même-Charny, la liaison Le Plessis-Charny et la liaison Iverny-Saint-Même. Alors, ces liaisons seront réalisées sur plusieurs années, en partenariat avec la région Île-de-France et le département de Seine-et-Marne. Donc, il y a une première partie de piste cyclable qui avait été faite sur Oisy, c'est le premier à en avoir bénéficié. Et alors on nous dit que sur Saint-Patus, on n'a pas de date pour l'instant pour les travaux, parce que les orientations, c'est-à-dire les subventions pour nous permettre de le faire, octroyées en particulier par le département, sont en cours de révision. Et celle-ci devrait se porter sur des itinéraires de loisirs et non plus forcément des itinéraires vers les gares. Je vais vous expliquer pourquoi après. La CCPF devra donc réviser son schéma de piste cyclable, c'est ce qu'on va faire dans les semaines à venir, probablement, pour pouvoir demander les subventions. Alors, pourquoi cette problématique-là? Parce qu'en fait, nous, au départ, l'idée était louable de pouvoir aller jusqu'à la gare du Plessis-Belleville en piste cyclable, sauf qu'on ne va pas se voiler la face, c'est impossible. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, parce qu'on est confronté au fait que ce soit une piste financée par une intercommunalité, sur un territoire d'une autre intercommunalité qui n'est même pas dans le même département et même pas encore dans la même région. Donc je vous laisse imaginer la cacophonie et la problématique que ça pose, sachant que les deniers d'une interco ou d'une mairie ne peuvent pas financer, sauf cas très exceptionnels, ne peuvent pas financer un équipement sur une autre commune, d'autant plus que cet équipement s'impose sur du foncier, et que le foncier ne lui appartient pas. Donc ça voudrait dire qu'elle financerait un équipement
qui ne lui appartiendrait pas, puisque le foncier ne pourrait pas être cessible par l'autre interlocuteur. Donc c'est quasi impossible. Voilà. Donc ça va probablement se limiter donc, à la liaison entre nos deux communes, entre Saint-Patus et Boisserie, en allant d'un bout à l'autre et en essayant effectivement de pouvoir pousser peut-être jusqu'aux deux écoles. Alors il y en a une qui sera facile à rattraper puisque elle est sur le chemin, mais Perron qui est un peu plus haut, en allant entièrement et en passant ici et en allant jusque vers le collège. Sachant qu'il a été intégré dans les futurs projets ici des trottoirs beaucoup plus larges sur les différentes constructions, là, justement de façon à pouvoir faire des espaces piétons-vélos et pour pouvoir circuler. Voilà ce que je pouvais répondre à M. Richer là-dessus, en espérant qu'on puisse assez rapidement quand même avoir au moins sur la Grande Rue et jusqu'au rond-point des anciens combattants et en poussant vers Boisserie, puisque là on a le foncier qui est assez pratique pour nos collégiens, puisqu'on a quand même énormément de collégiens qui vont à vélo, quelques-uns à pied, quelques-uns en trottinette, ce qui pose quelques problèmes en ce moment. On essaye de faire un petit peu la police, surtout pour leur sécurité, puisque je vous rappelle qu'il y a des règles avec les moins de 14 ans, les casques, pas les casques, les éclairages, les ceci, les cela. Mais bon, à cet âge-là, c'est un peu tout fou, on l'a tous été, donc ça part un peu dans tous les sens, mais il faut qu'on arrive à réguler tout ça avant qu'on ait une catastrophe. Alors, dans les différentes informations que je voulais vous donner, il n'y en a pas beaucoup. On l'a mis derrière, on en a beaucoup parlé pendant ce conseil. On a reçu, et on voulait remercier Mme Valérie Pécresse, notre présidente de région, ainsi que M. Patrick Caram, le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, des loisirs, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative, pour cette participation financière. Notre président d'Interco, qui est aussi conseiller régional, était présent à la signature de cette convention et à la remise de ce chèque fictif, voilà, mais qui fait bien plaisir. Heureusement qu'on a ça d'ailleurs, puisque ce sera le principal gros financeur de notre terrain synthétique, le reste étant à notre charge. Je ne vais pas remettre une couche sur ce que j'ai dit tout à l'heure, même si ça mériterait de le faire. Pour les manifestations à venir, nous avons le samedi 8 avril de 10h à 12h dans le parc du Prieuré pour les enfants jusqu'à 10 ans et enfants habitant la commune. La chasse aux œufs prévue dans le Prieuré comme d'habitude. Le samedi 15 avril à 20h30 au centre culturel des Bruniers, vous avez un tribut de téléphone. Le vendredi 21 avril de 14h30 à 19h, on aura la collecte de sang au centre culturel des Bruniers. Le banquet des seniors aura lieu le samedi 6 mai au complexe sportif. Traditionnellement, la commémoration du 8 mai, il y aura aussi en même temps la brocante du toit du bâton, c'est traditionnel. Le prochain thé dansant qui a vu le jour, pour la première fois il y a quelques semaines et qui a été une très très grande réussite, reviendra le 14 mai de 14h à 18h30 au centre culturel des Bruniers. Et cette année, puisque l'année dernière c'était français, donc cette année c'est le festival du Foin au Brunier, le samedi 17 juin et le dimanche 18 juin sur notre espace là-haut, à côté des Bruniers. Voilà. J'ajoute qu'il y aura, je suis en train de programmer, mais il faut que je puisse avoir un contact avec l'architecte des bâtiments de France qui nous a fait le diagnostic sur l'église. J'ai prévu de faire une réunion publique un samedi matin pour que tout le monde puisse être là, au centre culturel courant dans les semaines à venir, probablement courant en mai, sur la présentation de la LSH, du futur LSH, avec les plans, etc. La présentation du diagnostic de l'église et de la catastrophe financière qui va avec. Et puis les futurs projets de réorganisation de la deuxième phase du centre-ville. Voilà, tout ça, on fera tout ça en même temps, ça permettra de diffuser de l'information. Voilà, on est arrivé au bout de notre conseil municipal et de notre budget. Merci à tous. Et on va fixer la date pour le prochain, mais on se fera de toute façon avant l'été. Merci pour votre attention. Bonne soirée.